Qui suis-je? Cela semble une question simple, mais as-tu remarqué à quel point elle devient étrange dès que tu essaies d'y répondre? Pourtant, demander « Qui suis-je » n'est pas tout à fait comme demander « Quelle heure est-il » ou « Où ai-je laissé mes chaussures ?» Car cette question défait celui qui la pose. Dès que tu cherches une réponse, l'œil qui observe commence à se dissoudre comme une brume sous le soleil. Tu dis « Je suis Sarah, je suis enseignant, je suis un homme ». Mais ce ne sont que des noms, des étiquettes, des professions. Alors tu creuses plus loin. Je suis un corps. Je pense, je ressens, j'ai des pensées. Mais tu as des pensées. Tu observes ton corps. Qui est celui qui observe? Tel est le jeu, une partie de cache-cache du soi avec lui-même. Tu vois, celui qui pose la question est précisément ce qui est cherché. Et dès que tu le poursuis, il t'échappe comme si tu essayais de voir tes propres yeux sans miroir ou de mordre tes propres dents. Ce jeu n'a que deux mouvements. D'abord l'oubli, puis peut-être un souvenir, non pas en saisissant ou en nommant, mais par une reconnaissance silencieuse et soudaine que tu n'as jamais été absent. Nous avons l'habitude de nous considérer comme des choses solides, définies, avec des contours, des noms et des biographies. Ainsi, lorsqu'on nous demande « Qui es-tu ?» nous répondons presque instinctivement « Je suis ceci, je suis cela ». Nous donnons le nom qu'on nous a attribué à la naissance, peut-être notre métier, notre lignée, comme si ce faisceau de référence pointait vers un moi réel et fixe. Mais est-ce vraiment ce que tu es? Un nom n'est qu'un son, un écho transmis de bouche en bouche, et une profession n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Rien de tout cela ne dure. Ils surgissent comme des nuages et s'évanouissent de la même manière. Alors, on essaie encore. Peut-être suis-je le corps, ses mains, ses yeux, ce souffle que je sens monter et descendre. Mais le corps, lui aussi, est en perpétuel changement. Tu étais autrefois un enfant, doux et petit, et maintenant tu es plus vieux, plus grand, plus lourd ou plus mince. Tu appelles cette forme « moi », bien que rien ne subsiste de ce qui était autrefois. Quelle partie du corps a toujours été toi? Peut-être suis-je l'esprit, mes pensées, mes souvenirs. Mais les pensées aussi vont et viennent. Elles arrivent sans y être invitées, restent un instant et s'évanouissent comme des rêves au réveil. Et les souvenirs, ce ne sont que des fragments, des histoires à demi vraies que nous nous racontons avec une voix que nous n'avons pas choisie. Alors, on se demande encore, si je ne suis ni le nom, ni le rôle, ni la chair, ni la pensée, que reste-t-il? Tu vois, l'identité, telle que nous la portons, n'est ni solide ni certaine. C'est un costume, une apparence, une ride à la surface d'une mer bien plus profonde. Et peut-être que pour se connaître, il faut commencer par lâcher prise sur ce qu'on pensait être. Si nous examinons de plus près ce que nous appelons une personne, nous découvrons quelque chose d'assez étrange. Le mot « personne » lui-même, persona en latin, signifie un masque, celui que l'acteur porte sur scène, à travers lequel le son, sonus, passe. Ainsi, la personne est littéralement le masque par lequel une voix s'exprime. N'est-ce pas ce que nous devenons? Des masques parmi les masques, jouant des rôles dans le grand théâtre social. Enseignant, amant, fou, ami, victime, héros. Chacun avec ses gestes, son vocabulaire, sa gamme d'émotions acceptées. Nous les enfilons si tôt et si souvent que nous oublions qu'ils n'ont pas toujours été là. À une réunion, on n'apparaît pas simplement. On arrive avec une identité. Voici Richard, il est avocat. Voici Suzanne, elle est peintre. Et le jeu commence, une danse de masques, chacun reconnaissant l'autre par son costume. Nous parlons au masque. Nous complimentons le masque. Nous nous disputons avec le masque. Mais rarement, si jamais, rencontrons-nous celui qui se trouve derrière. Et ce qui est le plus curieux, c'est que nous finissons par croire que nous sommes le rôle. Non pas en le jouant, mais en l'étant. Nous nous identifions si étroitement à notre personnage que l'idée de l'enlever ressemble à une mort. Que serais-je sans ce nom, sans cette fonction, sans ce visage que j'ai si soigneusement répété? Tu vois, la tragédie n'est pas que nous jouions des rôles, car même les plus sages le font. La tragédie, c'est que nous oublions que c'est un jeu.
Alors, nous prenons le masque pour le miroir et nous demandons pourquoi nous ne voyons pas notre vrai reflet. On nous a raconté une histoire, si souvent et avec tant de conviction que nous ne la reconnaissons plus comme une histoire. Elle dit ceci: voici toi, une île solitaire de chair et de pensée, et là-bas, le monde, vaste, extérieur, indifférent, fait d'objets, d'autres, de forces, de choses. Et toi, ce petit observateur tremblant, tu dois te frayer un chemin à travers tout cela. Naviguer, survivre, pousser contre lui, te défendre de lui, et peut-être, si la chance te sourit, trouver ta place en son sein. Mais cette histoire, bien que pratique en apparence, est une fable. Car en vérité, il n'existe pas de soi séparé. Personne ne se tient à l'écart de l'univers pour l'observer. Tu ne viens pas dans ce monde. Tu en sors comme une vague sort de la mer, comme une feuille sort d'un arbre. Tu n'es pas à l'extérieur regardant vers l'intérieur. Tu es à l'intérieur, regardant à travers. Tout comme une fleur n'est pas dans le champ, elle est le champ s'exprimant en une floraison. Et quand les yeux s'ouvrent, ils ne voient pas un monde, ils sont la vision du monde. Ainsi, cette frontière, cette barrière de peau que nous appelons « moi », est une illusion commode, une ligne tracée au crayon sur la surface de l'infini. Car ce que tu es n'est pas un fragment séparé de la vie, mais le tout qui se regarde depuis un point de vue particulier. Pas un grain de sable, mais le désert, rêvant un instant qu'il est petit. Maintenant, tournons-nous vers l'intérieur, non pas vers l'imagination ni la fantaisie, mais simplement vers ce qui est toujours là, mais si rarement remarqué. Pour la plupart d'entre nous, nous supposons que nous sommes ce flot de pensée, ce bavardage intérieur, cette petite voix qui nomme, juge, s'inquiète, planifie, le commentateur intérieur qui narre le jeu de la vie, souvent inutilement. Alors, nous disons « je pense, donc je suis ». Mais qui, puis-je demander, est ce « je » qui pense? Lorsque tu observes tes pensées, vraiment, tu verras qu'elles surgissent d'elles-mêmes, spontanées, non sollicitées, comme des nuages apparaissant dans le ciel. Tu ne les invoques pas. Elles viennent, elles partent, certaines bruyantes, d'autres douces, certaines lumineuses, d'autres lourdes. Et si tu regardes de plus près, tu verras qu'il y a autre chose de présent, quelque chose qui remarque. Tu n'es pas la pensée. Tu es celui qui est conscient de la pensée, le témoin, une présence silencieuse derrière le jeu, ne commentant pas, ne jugeant pas, simplement là, immobile et inébranlable. Tout comme l'écran reste inchangé par les images vacillantes d'un film, cette conscience reste intacte par tout ce qui passe devant elle. Tu l'as connue dans des moments, dans le silence après un profond soupir, dans la contemplation d'un feu, dans le regard sans mots partagé avec un être aimé, ou dans le silence qui suit une question profonde. Là, dans cet intervalle, tu entrevois ce que tu es. Pas la personnalité, pas la voix dans ta tête, mais l'espace ouvert dans lequel tout cela surgit. Et ici, les mots commencent à faillir, car ce témoin ne peut être saisi. Il ne peut être nommé ni montré, parce que tout ce que tu nommes n'est pas lui. Tout ce que tu observes est déjà autre chose. C'est comme essayer de mordre tes propres dents ou de toucher le bout de ton doigt avec le bout du même doigt. Une boucle impossible. C'est pourquoi, dans les traditions anciennes, le vrai soi n'était jamais décrit directement. On en parlait par négation. Pas ceci, pas cela. Neti, ni le corps, ni l'esprit, ni le sentiment, ni la forme. Et pourtant, il est. Il est toujours. Il ne vient pas et ne s'en va pas. Il était là avant que tu ne connaisses ton nom. Il sera là bien après que ton nom aura été oublié. Tu vois, cette conscience n'est pas quelque chose que tu possèdes. C'est ce que tu es. Pas un personnage dans l'histoire, mais la page silencieuse sur laquelle l'histoire est écrite. Le rêve est rempli de bruit et de drames, mais le rêveur reste immobile, observant, libre. Et quand tu commences à reposer en cela, non pas comme une idée, mais comme une connaissance directe, tu comprendras. Tu n'étais jamais perdu. Tu faisais simplement semblant. Maintenant, il peut arriver, en reposant avec ce témoin silencieux, qu'une peur étrange commence à surgir.
Pas la peur des monstres, de l'échec ou de la mort, mais quelque chose de plus subtil, de plus troublant. La peur du rien, pas dans le sens de l'ennui, mais du non-être, pas d'identité fixe, pas de sol sur lequel se tenir, pas de masque derrière lequel se cacher. Et voici le curieux paradoxe. Tu désires savoir ce que tu es vraiment. Et pourtant, quand tu commences à le voir, non avec ton esprit, mais avec ton être, tu résistes. Tu recules, comme si tu te tenais au bord d'un vaste abîme. Tu vois, l'ego, ce portrait mental que tu as peint et cru, prospère dans la certitude, dans la définition. Il dit, je suis ceci, je fais cela, je crois en ces choses. C'est qui je suis. Mais quand la lumière de la conscience commence à percer l'illusion, quand le soi séparé commence à s'effacer comme une brume sous le soleil du matin, l'ego a peur. Peur de disparaître, peur de ce qu'il ne peut contrôler. Alors il dit, vite, fais quelque chose, dis quelque chose, pense quelque chose. Il remplit la pièce de bruit. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent rester en silence plus de quelques instants. Ils s'agitent, font défiler des écrans, parlent, fredonnent, car dans le silence, le masque commence à glisser et quelque chose de plus profond, de bien plus vaste, commence à transparaître. Mais voici la grande plaisanterie. Ce vide que tu crains n'est pas vide du tout. Il est plein, plein de possibilités, plein de paix, plein d'une clarté douce qui ne dépend ni de la pensée ni de l'effort. Dans le langage des sages, c'est le non-être, non pas l'absence d'être, mais la présence de ce qui ne peut être nommé. Tu vois, l'ego imagine l'éveil comme un événement grandiose. Des éclairs de lumière, des chœurs d'anges, des applaudissements cosmiques. Mais en vérité, c'est plus comme un souffle léger, un sourire doux dans le cœur qui dit « Oui, bien sûr, je n'ai jamais été ce bruit. J'ai toujours été ce silence. » Ce silence n'est ni froid, ni détaché, ni mort. Il est vibrant vivant. Il rit, il pleure. Il se meut dans le monde avec une grande tendresse. Mais il n'est pas pris dans ce monde. Et quand tu cesses de fuir l'espace vide à l'intérieur, quand tu arrêtes de le remplir d'efforts, d'identité et de distractions, tu découvres enfin que ce que tu craignais d'affronter était ton propre visage avant que le monde ne te donne un nom. Il y a une phrase en sanskrit, simple, élégante et étrangement familière. Teate tvamasi, tu es cela. Elle ne dit pas que tu es comme cela, ni que tu pourrais devenir cela, mais directement, sans équivoque, tu es cela. Et qu'est-ce que cela? C'est la source sans nom, sans forme, de toute chose. Le vent et les étoiles, la naissance et la décomposition, l'enfant qui pleure et la feuille qui tombe, le silence derrière les sons, le témoin derrière tes yeux. Cela n'est pas une chose parmi d'autres. Ce n'est pas ailleurs, loin dans un royaume divin. C'est ici, toujours ici. C'est ce que tu es avant que tu ne t'appelles moi. Ainsi, quand les sages disent « tu es cela », ils ne te flattent pas. Ils ne pointent pas vers tes réalisations, ton intelligence ou ton statut. Ils pointent vers ce qui reste quand tout cela s'efface. Imagine un instant que personne ne t'ait jamais dit qui tu étais. Pas de nom, pas de pays, pas d'histoire familiale, pas de rôle à jouer. Et imagine que, dans ce silence, tu commences à ressentir quelque chose qui observe. Pas quelqu'un d'autre, mais celui qui regarde à travers tes yeux. C'est cela, et ce fondement de l'être n'est séparé de rien. Il brille dans les yeux d'un chat, il coule dans la rivière, il brûle dans le soleil et s'éveille en toi. Mais il n'est pas à toi, car il n'y a pas de toi séparé pour le posséder. C'est le jeu de l'un, apparaissant comme multiple, comme danseur et danse. Comme un seul océan ondulant dans 1000 directions, oubliant qu'il est de l'eau. Chaque vague s'imagine distincte, craignant la mort lorsqu'elle s'écrase, sans savoir qu'elle n'a jamais quitté la mer. Mais quand la vague se souvient, non par la pensée, mais par l'être, alors elle rit. Elle rit parce que toute la quête était un jeu, un cache-cache du soi avec lui-même. Et le moment de la réalisation ne vient pas avec du tonnerre ou des applaudissements, mais avec quelque chose de beaucoup plus calme. Un souffle, un silence, une reconnaissance si profonde qu'elle n'a pas besoin de mots. Teate tvamasi, tu es cela.
Et quel soulagement de savoir que tu n'as pas besoin de devenir, d'améliorer ou de lutter pour atteindre ce que tu es déjà. Tu n'as jamais été autre chose. Alors, si tout cela est vrai, si ce que tu es vraiment n'est ni le nom, ni le masque, ni même le flot de pensées qui murmure « je »,« moi »,« mien », alors une liberté étrange et merveilleuse commence à éclore. Tu vois, la plupart des gens vivent leur vie comme des acteurs qui ont oublié qu'ils sont sur scène. Ils s'accrochent au rôle. Ils le défendent, l'embellissent, s'inquiètent sans cesse de la manière dont il est perçu. Ils ne peuvent imaginer la vie sans lui. Car sans ce rôle, qui serait-il? Mais que se passe-t-il quand l'acteur se souvient? Ah, maintenant, quelque chose change. La vie n'est plus un fardeau à porter. Elle devient une danse. Tu peux encore jouer un rôle. Tu iras toujours travailler, prononcer ton nom, payer tes impôts, mais au fond, tu sais que tout cela est une sorte de jeu, un masque porté légèrement. Libéré de l'emprisonnement de l'identité, tu deviens fluide, spontané, imprévisible. Comme le disent les sages taoïstes, tu deviens comme l'eau, prenant la forme du moment, cédant mais inarrêtable. Tu n'as plus besoin d'être quelqu'un pour justifier ton existence. Tu n'as plus besoin d'expliquer constamment qui tu es ou de maintenir l'image que les autres attendent. Tu es libre d'être personne, et dans cela, tu trouves tout. L'ego imagine que la liberté vient du contrôle, de la construction d'une identité plus forte, d'une histoire plus grande. Mais la vraie liberté, c'est l'absence de cette saisie. C'est la capacité de couler avec la vie sans s'accrocher à une position fixe. Pleurer sans être une victime. Rire sans être un clown. Dire la vérité sans être un prédicateur. Disparaître un moment sans craindre que le monde continue de tourner. Cela ne signifie pas de l'indifférence. Cela signifie de l'intimité. Car lorsque tu n'es plus enfermé derrière les murs de ce que tu penses être, tu peux enfin toucher ce qui y est. Tu rencontres le monde directement, non à travers le filtre d'une image de soi, mais tel qu'il est, moment après moment. Ce n'est pas un retrait de la vie, mais une pleine étreinte de celle-ci. Comme un danseur qui ne s'inquiète plus de son apparence, mais qui bouge parce que la musique joue. Alors, quand le vent change, tu changes avec lui. Quand le chagrin arrive, tu l'accueilles, non comme un problème à résoudre, mais comme un hôte à honorer. Et quand la joie surgit, tu ris comme un fou, sans te soucier de qui regarde. Car tu n'es plus piégé dans un masque, ni en train d'essayer de polir ton reflet. Tu as compris que le jeu est fait pour être joué, non pour être survécu. Et en le jouant librement, tu découvres la joie paisible d'être exactement ce que tu es. Pas quelqu'un, pas quelque chose, mais simplement ceci. Et ainsi, nous ne revenons pas à une conclusion, mais au commencement, à la question qui a tout déclenché. Qui suis-je? Mais remarque comme cette question sonne différemment maintenant. Ce n'est plus un casse-tête à résoudre, ni un problème à réparer. Pas une énigme avec une seule bonne réponse, mais une porte vers l'émerveillement. Tu vois, cette question, qui suis-je, n'était jamais destinée à te donner quelque chose. Elle était destinée à t'enlever quelque chose. À éplucher les couches, non, croyances, mémoire, chair, jusqu'à ce qu'il ne reste pas une chose, mais une présence, un silence attentif, un doux écho de rire dans l'âme, un être qui n'a pas besoin d'être quelqu'un pour être réel. Car la vérité est que tu n'as pas de soi. Tu ne possèdes pas une âme. Tu es l'événement, l'apparition, la danse elle-même. Et une fois que cela est vu, vraiment vu, tu cesses de te courir après à travers la forêt comme un animal effrayé. Tu t'assieds et tu ris, et les arbres rient avec toi. Ce n'est pas que la question ait trouvé une réponse. C'est plutôt qu'elle s'est dissoute, et avec elle, celui qui la posait. Il n'y a pas besoin de définir ce que tu es. Tout comme le ciel n'a pas besoin d'écrire une biographie des nuages, il observe, il permet, il est. Alors, que es-tu? Tu es cela, avant le nom, avant la forme, avant même que la question ne surgisse. Et maintenant que tu le sais, tu peux oublier à nouveau et vivre.